bienvenue à tout le monde. Donc pour ce dernier One Talk Show de l'année, hein, on a eu un programme prolifique cette année avec quelques belles rencontres avec la Revue des Vins de France et puis quelques grands vignerons et quelques belles choses. Alors, Julie, c'est pas grave, on te pardonne, hein, t'inquiète. Voilà, donc on a aujourd'hui un temps consacré ensemble au métier du commerce du vin. Voilà, donc j'ai permis d'inviter trois personnes que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps pour certains. On en parlait un peu plus de 30 ans entre Jean-Luc et Christophe, Aurélie un petit peu plus récemment. Donc, ce que je vous propose peut-être, donc voilà, le thème de la soirée, c'est les métiers du commerce du vin, etc., d'échanger un petit peu sur on sait qu'au sein de l'école et de la revue, il y a plein de gens qui cherchent à se reconvertir dans le vin ou qui ont des projets de vie dans le vin. Donc l'idée, c'est peut-être de partager avec Aurélie, Christophe et Jean-Luc votre parcours, ce que vous avez vécu, les opportunités. Alors je sais, voilà, Jean-Luc et Aurélie enfin Aurélie plutôt sur le marché français, Jean-Luc est un petit peu sur les deux, hein. Il va se présenter. Puis voilà, Christophe, il a une dimension, qui vit en Espagne depuis très longtemps, une dimension plus internationale. Donc, on aura trois avis. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser des questions et à demander dans le chat, comme d'habitude. Donc, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Donc, l'idée, c'est de parler des métiers du commerce du vin, importateur, négociant, vigneron, brand ambassador. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Combien ça gagne? Est-ce qu'on est heureux quand on fait ça? Est-ce qu'on est joyeux? Est-ce qu'on boit des bons canons? Est-ce qu'on a une belle vie? C'est un peu l'idée. Voilà, c'est l'idée de parler en toute franchise, sans retenue. Voilà. Donc on est 180 inscrits ce soir. Voilà, on sera entre 40 et 80, comme d'habitude. Bienvenue à tous et je ne sais pas qui veut prendre la parole pour commencer à se présenter. C'est toi qui décides, Franck. Pardon? C'est toi qui décides, vas-y. Je ne sais pas, Aurélie, honneur aux dames, peut-être tu veux commencer, Aurélie, tu allumes ton micro. Bonjour, je veux bien que Jean-Luc ou Christophe commencent, parce que comme je viens d'arriver, comme ça, je vais… D'accord, ok. Allez, Christophe, toi que… Ça change les paradigmes. Enfin, le doyen c'est Jean-Luc à quelques mois, je crois. Mais bon, en tout cas, bonsoir à tous et merci Franck pour organiser ce chat. Et bonjour Aurélie, Jean-Luc, ravi d'être avec vous sur ce chat. Donc moi, je suis basé en Espagne depuis 24 ans. À la base, je suis sommelier. Je suis sorti de l'école, j'allais dire, c'est important de le dire pour moi parce que j'ai démarré par l'apprentissage. J'en étais pas très fier peut-être au départ et aujourd'hui, je le revendique beaucoup pour donner envie à certaines personnes qui sortent de l'apprentissage. Et je pense que l'apprentissage peut mener à beaucoup de choses et entre autres dans les métiers du vin à des belles choses. Donc voilà, j'étais sommelier pendant une quinzaine d'années, sorti de l'apprentissage, j'ai travaillé 1 an à Tours, j'ai fait ma mention complémentaire, ensuite Tour d'Argent 89, je suis rentré chez Ducasse à Monaco en 91 et je suis parti en Angleterre. Et la base un petit peu de l'Angleterre, pour moi, ça a été 7 années à Londres et j'ai fait 2 années en année sabbatique où j'ai voyagé beaucoup à travers l'Australie, Nouvelle-Zélande, un petit peu, l'Asie, l'Amérique latine. Donc, une fois en 94 pendant 1 an et une fois en 98 pendant 1 an également en Amérique latine. Ça a vraiment changé ma vie. Et voilà. Et j'ai rencontré Miguel Torres au Chili en 98 qui m'a emmené en Espagne. Et je suis resté 8 ans chez eux où j'ai démarré à l'export. J'ai démarré un projet qui s'appelait les Spanish Food and Wine Festival où j'emmenais des chefs avec le sommelier. J'ai fait ça pendant 8 ans dans une quarantaine de pays. Et pour un petit peu offrir un package à l'époque à tous ces… Il y avait un grand mouvement hôtelier avec les Four Seasons, les Hyatt et qui cherchaient à faire quelque chose au niveau saisonnier. Donc, un événement, il y avait souvent 4 événements par an. Donc, voilà. Et je travaille depuis 12 ans. Je suis secrétaire général, c'est le vrai titre, pour une association qui s'est créée il y a 30 ans, qui s'appelle les Premium Familia Vini, qui regroupe 12 familles européennes. Et voilà. Et je suis… Tu peux peut-être les citer quand même, hein.
Oui, alors rapidement, bien sûr, ça a été fondé en fin de compte par Miguel Torres et Joseph Drouin, enfin Robert Drouin en 1991. Il y a 6 Françaises, un Allemand, 2 Italiennes, 2 Espagnols et les Portugais. On va commencer par les Portugais, famille Symington, c'est Graham, Dawes, Smith, Woodhouse. Symington, c'est 40% des portos de luxe aujourd'hui au Portugal. En Espagne, nous avons Vega Sicilia et Miguel Torres. Italie, c'est Tenuta Sanguido. Tenuta Sanguido, c'est Sassicaia. Les gens connaissent plus sous le nom de Sassicaia, mais c'est Tenuta Sanguido et Antinori. Et en France, c'est Huguel en Alsace, Paul Roger en Champagne, la famille Drouin en Bourgogne, la famille Perrin donc, dans le Rhône. Et ensuite, à Bordeaux, nous avons Aubryon, donc c'est Domaine Clarence Dillon et Baron Philippe de Rothschild. Donc voilà, et ça fait 12 ans, je suis indépendant parce que j'allais dire, je suis employé à 100%, mais je ne suis pas salarié. Voilà. Et c'est un poste assez particulier et très sympa. Je vous raconterai un peu. Tu vas nous expliquer ça dans le détail Voilà. de ton quotidien. Mais c'est vrai que quand on voit la liste on va dire je ne vais pas dire des marques, je veux dire des familles, voilà, ou des entités viticoles que tu représentes, ça pèse quand même, ça cause un peu, comme dirait l'autre. Hein. Bien sûr. Ouais. Ah, il manque, je crois qu'il y a le cellier des dauphins qui viennent se rajouter. Et... Pas encore, pas encore. Bah, alors, c'est la surprise. Non, c'est avant tout, c'est des entreprises familiales à 100%. Ça représente 2600 ans entre les 12 familles d'expérience et de tradition. Et primum, ça ne veut pas dire leading ou avant, ça veut dire avant tout en latin. Donc, avant tout, il faut que ce soit une entreprise familiale à 100%. Il y avait Codestournel qui en faisait partie. Il y a eu Mondavi, il y a eu Angelo Gaia pour un an. Il y a eu beaucoup de. Mais au moment où l'entreprise est vendue, Jaboulet pour qui j'ai travaillé pendant 4 ans, de 2006 à 2010 à l'export. Et Jaboulet faisait partie des PFV et ils sont sortis au moment où la famille Frey a racheté. Donc voilà. Voilà, vous savez tout. Ok, super. Jean-Luc? Allez, j'y vais. Donc, moi, j'ai plusieurs casquettes. Bonjour à tous déjà. Merci à Franck d'organiser cette réunion. Je vous présente un petit peu mes différentes activités. Mon activité principale à l'origine, c'est le vignoble familial à Bordeaux, puisque je suis né sur une propriété familiale à Trest, dans l'Entre-deux-Mers, à 12 km de Bordeaux. Et au départ, je me suis intéressé à tous ces produits c'est une vraie histoire familiale. Hein. C'est mon grand-père qui a acheté le vignoble en 1938. C'est mon père qui a planté toutes les vignes, qui a replanté toutes les vignes. Et moi, je me suis intéressé dans les années 90 j'ai mis en bouteille donc, tous les vins de la propriété, je les ai distribués un peu commercialement. Et c'est là que j'ai rencontré Franck il y a 30 ans de ça. Et tu as combien d'hectares aujourd'hui? Voilà, et aujourd'hui, donc, je gère ce domaine qui représente 56 hectares avec une grosse partie en bio et peut-être tout en bio un jour. Voilà, donc ça, c'est mon origine. D'une part, le vignoble familial, dont je suis gérant maintenant depuis une dizaine d'années, et d'autre part, ma structure de négoce que j'ai créée en 1992, qui vend tous ses produits en France et à l'export sur une trentaine de pays. Et puis ensuite, par des opportunités successives, je suis rentré dans le marché des vins étrangers. En 2000, j'ai racheté une petite structure à Bordeaux qui s'appelait Valade. Cette boîte distribuait des vins latino-américains qui étaient importés par une société parisienne qui s'appelait Transandine. En 2006, j'ai racheté Transandine, donc importateur de vins latino-américains. On a fusionné les deux, on a déménagé tout ça sur la propriété familiale. Et Valade et Transandine a rapidement grossi puisque depuis, on double à peu près de chiffres tous les 5 ans. Donc, et puis ça continue, on est toujours en forte croissance et on a développé à partir de cette base latino-américaine au départ, on s'est développé sur le monde entier et on a aujourd'hui 650 références de vin qui viennent du monde entier. Et sur Valade et Transandine, je travaille avec 2 consultants un petit peu prestigieux qui sont Claude Gillois, qui avait créé Vins du Monde en 1995 à Nantes, et Olivier Poussier, qui est meilleur sommelier du monde et qui est passionné par tous les grands vins étrangers. C'est à peu près dégusté. Voilà, il y a plein de très belles choses à déguster. Et ensuite, la suite de l'histoire, c'est qu'il y a 2 ans, Vins du Monde, la société Vins du Monde était à vendre. Vins du Monde avait été racheté par le groupe Lavinia en 2010 et en 2020, le groupe Lavinia a voulu se séparer de la société Vins du Monde. Donc, j'ai racheté Vins du Monde il y a 2 ans de ça, en 2020. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai 3 structures commerciales indépendantes. Donc, Vins de Lizaine qui vend
uniquement des vins de Bordeaux, Valade et Transandine et Vins du Monde, qui sont deux sociétés importateurs de vins étrangers, chacune avec sa gamme, chacune avec ses équipes et chacune avec son réseau commercial. Elles sont aujourd'hui basées toutes les deux chez moi, mais je tiens à conserver donc l'indépendance de chacune. Donc, Valade et Transandine, c'est 650 références de vins, Vins du Monde, c'est 350, avec des vins un peu premium comme Vega Sicilia est distribué par Vins du Monde, mais aussi Ridge, Catena, Arlan Estate, enfin, beaucoup de grandes marques internationales. Voilà un petit peu les différentes casquettes et mes différentes activités. Alors, Franck, tu demandais, est-ce qu'il y a de la passion? Oui, il y a de la passion, parce que je pense qu'on fait un métier, fait tous. Hein, dans le vin, on a la chance de faire un métier où à peu près tout le monde est passionné. On travaille avec des clients passionnés, on travaille avec des fournisseurs passionnés, et nous, il faut qu'on soit passionné pour bien faire ce métier. Donc oui, il y a de la passion. Et après, est-ce qu'on boit des bons coups? Eh bien oui, parce qu'on fait attention à sélectionner des produits, à avoir des gammes de vins intéressants, et forcément, on a des choses délicieuses, que ce soit à petit prix ou très cher. Enfin, dans toutes les gammes de prix, on a des choses qui sont délicieuses, et donc on passe vraiment de bons moments. D'accord. Aurélie, merci Jean-Luc. Donc, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Donc, moi, j'ai été diplômée sommelière en 2001 à l'école hôtelière de Dinard. Voilà, avec un prof très passionné, donc c'était super. Et puis, j'ai travaillé un petit peu à Paris chez Catherine Berrier en restauration gastronomique. Et puis, très vite, en fait, moi, j'ai eu envie de rejoindre le monde du bistrot, de la cave à vin, voilà. Et mes premières vendanges, c'était chez Jopiton, chez René Moss, voilà, il y a 20 ans. Et donc, j'ai été piquée au vin naturel et au vin bio très rapidement. Donc, j'ai évolué dans ce milieu-là, et puis j'ai fait une pause de voyage aussi pendant 4 ans autour du monde, qui m'a aidée à voir les choses autrement et à avoir plus de recul sur ma vie, comprendre comment je fonctionnais aussi. Et donc, voilà, je suis rentrée en Bretagne. J'ai Basé à Rennes. Hein Basé à Rennes. Et après, je suis arrivée à Rennes, ouais. C'est ça que tu dis? Oui. Ouais. Je suis rentrée à Rennes et j'ai travaillé pour Éric Massé, qui était un précurseur de vin nature à Rennes, caviste assez connu. Et donc, je me suis occupée d'une de ses caves pendant 4 ans. Puis après, il a réduit un peu la voilure. Du coup, moi, j'ai créé ma petite société qui s'appelait Le Grain et l'Ivresse, enfin, qui s'appelle toujours, mais qui est un peu plus petite aujourd'hui. Et donc, je vendais du vin sur les marchés, dans les AMAP, voilà, à petite échelle, mais que des vins issus de petits vignerons. Donc, j'étais vraiment dans le micro, on va dire. Tout ce qui pouvait être le plus petit m'intéressait, l'échelle humaine. Et voilà, je faisais beaucoup de pédagogie pour les particuliers. Et puis voilà, après, je suis devenue maman. Enfin, le rythme a changé. J'ai voulu changer de vie. J'ai fait un rendez-vous chez Pôle emploi pour changer de vie. Et là, Franck Thomas m'a appelé pour me proposer d'être formatrice. Donc, j'ai rappelé Pôle emploi. J'ai dit non, en fait, je ne vais pas changer. Je reste. Et donc, voilà. Et donc, maintenant, je suis formatrice pour Franck Thomas en Bretagne. Et je suis depuis 4 ans et demi salariée d'une société qui s'appelle Symbiose. Et donc, c'est pour ça que je suis invitée ce soir, je pense. Donc, Symbiose, on est des grossistes distributeurs. Donc, nous, on a un gros hangar, enfin un gros dépôt, on va dire, avec plein de vins dedans, qui vient de toute la France. Donc, c'est essentiellement des vins français, pardon. Et tout notre catalogue est basé sur un gros socle de biodynamie. Et on a un petit peu de vin bio, un petit peu de vin nature. Et on fournit toute la Bretagne, les restaurateurs, les cavistes, voilà. Donc, nous, on achète du vin dans les domaines, on stocke tout et après, on fait des panachages au départ de chez nous. Donc, c'est un service qu'on propose, d'une part, un partenariat qu'on propose à nos vignerons, parce qu'on leur achète du vin et on fait la commercialisation pour eux. Et voilà, on organise des petits événements pour se faire rencontrer tout ce beau monde-là. Et puis voilà, que dire d'autre? Mon métier, j'ai plusieurs casquettes. Je suis commerciale, manutentionnaire, chauffeur-livreur, gestionnaire. Voilà, c'est une petite entreprise en fait, avec des valeurs bien engagées, Alors, dans laquelle je me retrouve bien. Voilà. ce qui serait peut-être Ça intéressant répond pour nos aux amis qui questions. nous écoutent, merci Aurélie, qui nous écouteront en replay,
ça serait peut-être de repréciser quels sont les différents métiers, parce que là, finalement, vous avez tous des métiers très complémentaires. Alors peut-être, Christophe, tu peux sans rentrer, on rentrera un petit peu plus dans ton quotidien, nous dire qu'est-ce que c'est être un brand ambassadeur. C'est vaste, c'est vaste. J'adore ce qu'Aurélie vient de dire. Quand elle est multicasquette, elle fait tout et tout. Ben, un brand ambassadeur, ça peut être aussi pour une marque recevoir les clients, ça peut être voyager dans le monde entier pour représenter la maison ou la famille. Dans mon cas, c'est plus un brand ambassadeur, c'est aussi une conviction très forte pour qui on travaille quelque part. Et moi, ces 12 familles qui sont, certes, qui ont des noms très importants, aujourd'hui, ce qui est intéressant, on a créé en fin de compte, on essaie de chercher peut-être des moyens de donner envie aux gens de rentrer dans le monde du vin, des gens qui ne connaissent pas forcément le monde du vin. C'est ce qu'il y a de plus dur, de donner envie, donner l'envie de boire du vin, de goûter du vin, de transmettre. Et je pense que tous les trois ce soir, c'est ce qu'on fait d'une manière différente pour des entités différentes. Et juste pour, il y a 3 ans, pendant le Covid, où là, tout s'est arrêté. Moi, j'ai toujours beaucoup voyagé pendant 20 ans, énormément. Et là, le Covid, même chose. C'est bien parce que c'est à un moment donné où on revient face à soi. Et on a créé un prix, un prix familial qui est dirigé à une entreprise qui peut être en dehors du monde du vin, mais également du monde du vin. Et c'est un prix, le premier gagnant, c'était des Belges qui réparent des Stradivarius et qui fabriquent des violons comme il y a 350 ans, la famille Strick. Alors, c'est un prix de 100 000 euros. C'est une toute petite entreprise avec 4 salariés, la famille Strick, qui sont à Bruxelles. Et on a créé ce prix pour parler de la transmission familiale parce qu'on pense que les entreprises familiales dans le monde, qu'elles soient dans le vin ou en dehors du monde du vin, elles ont une vraie difficulté sur la transmission. Et on s'est rendu compte que 75% des entreprises dans le monde ne passaient même pas la seconde génération. Quand j'ai entendu Aurélie qui avait créé sa petite entreprise et quand je vois aujourd'hui Jean-Luc avec le développement qu'il a, c'est 2 modèles différents, mais ça reste des entreprises quelque part familiales. Donc voilà, et moi, mon rôle aujourd'hui, 60% de mon temps, c'est de m'occuper de ce prix. Les derniers gagnants, vous regarderez, c'est assez intéressant sur Internet, ça s'appelle le prix Premium Family Vini Prize, tout simplement. Tu pourras le mettre dans le chat après si tu veux. Ouais, je vais le mettre. Et les derniers gagnants, ils sont de l'Île-sur-Sorgue, c'est une famille française, 8 générations dans le textile. Et eux, c'est dans les moutons. Il y avait le Mérinos d'Arles dans les années 30, qui était un mouton qui était laineux, très intéressant pour la laine, pour le textile. Complètement de voie de disparition. Il en restait 750. Eh bien, ils sont allés voir des bergers. Aujourd'hui, il y en a 25 000 grâce à eux. Et voilà. Donc, on essaie d'identifier ces familles-là dans le monde entier. Vous verrez, il y a des semi-finalistes. Il y a des types au Japon, dans le monde entier. Et ça me permet, moi, de communiquer à travers les PFV aussi, à travers ce prix. Donc, voilà. C'est une des facettes de ce que peut faire un brand ambassadeur. Complètement. Alors, et on reste dans le monde du vin quand même. Hein. À côté de ça, je fais beaucoup de dégustations, beaucoup de choses pour eux. Et je bois du vin, bien sûr, et toujours aussi passionné. Voilà. Toi, de ton côté, Jean-Luc, donc vigneron, négociant, importateur, tu peux peut-être détailler un petit peu en quoi ça consiste, avec qui tu interagis, comment ça se structure pour ça. C'est vrai qu'on fait tous beaucoup de métiers différents, mais moi, je suis toujours impressionné par beaucoup de vignerons qui, eux, cumulent 3 métiers, puisque quand on est vigneron, il faut à la fois être agriculteur pour cultiver la plante, il faut avoir un côté, un minimum chimiste pour transformer le raisin en vin, c'est l'œnologie, et après, il faut avoir des qualités commerciales. Et il y a beaucoup de vignerons qui font ça tout seuls et certains qui maîtrisent très bien les 3 parties. Et moi, je suis très admiratif. Moi, mon métier, c'est plus aujourd'hui le commerce, la gestion, la dégustation, la sélection. Je m'entoure de gens qui travaillent dans la vigne, qui travaillent au chai. Mais moi, je suis très admiratif par de très nombreux vignerons qui, eux, maîtrisent, je dis très nombreux, ce n'est pas le cas de tous, hein, mais il y en a beaucoup parmi les vignerons connus qui maîtrisent vraiment ces 3 métiers. Voilà. Et moi, oui, moi, au départ, moi, j'ai fait une école de commerce. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le commerce. Après, je me suis amusé à vendre des vins de la propriété familiale. J'ai démarré dans le vin comme ça. Hein. J'avais ce produit-là sous la main et ça m'amusait de le proposer d'abord à mes profs, après au restaurant à côté du lycée et puis après un petit peu à d'autres. Et puis à Franck quand on s'est rencontrés. Hein. Voilà, donc c'était… moi, ça m'amusait. Et puis après, là, je suis rentré dans le vin. Et puis, c'est un secteur dans lequel je pense que tous les gens qui y tombent deviennent rapidement passionnés. Il y a tellement de choses, tellement de facettes. Et puis, on prend tellement de plaisir à goûter, à découvrir, à échanger. Enfin, c'est vraiment un métier passionnant.
Et pour parler un tout petit peu plus de ton métier d'importateur, c'est quoi le quotidien d'un importateur puisque tu diriges aujourd'hui trois sociétés Alors, le quotidien d'un importateur, aujourd'hui, il est assez complexe. Euh, Parce que avec la crise du Covid et tous les problèmes qui sont apparus dans la logistique du transport international, ça devient très, très compliqué de ramener des vins du bout du monde ici, de les amener auprès du consommateur en France. C'était déjà assez compliqué avant, mais aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué. On a certaines importations, je pense par exemple au dernier vin qu'on a fait venir du Pérou, il s'est écoulé 1 an entre le moment où on a commandé les vins et le moment où on les a reçus ici. Aujourd'hui, tous nos containers, d'habitude, on avait toujours un container qui était chez nous et un qui était en route pour arriver. Aujourd'hui, on en a toujours 2 qui sont en route. C'est-à-dire qu'on recommande des vins avant d'avoir reçu le container précédent parce qu'on a entre 6 mois et 8 mois de délai pour recevoir les vins. C'est lié à cause de quoi? Du dédouanement C'est à cause de tout, à cause du manque de fourniture dans les pays sur place, parce qu'on se plaint en France des ruptures sur les bouteilles et compagnie, mais quand vous êtes en Argentine ou encore pire au Pérou ou au Mexique, c'est 100 fois plus compliqué que chez nous, quoi. Donc, ils n'ont plus de fourniture pour mettre le vin en bouteille, ils n'ont plus de prestataires. Et ensuite, on a un gros problème sur la logistique container international. On a un oligopole, hein. Il y a 3 opérateurs qui font 80% du commerce maritime et puis qui jouent un peu de ça. Là, les prix ont explosé. On a des prix de transport maritime qui ont été multipliés par 3, par 8, par 10 selon les origines depuis 2 ans. Et on est complètement dépendant de ces opérateurs parce qu'il n'y a pas d'alternative. Ouais, et puis si tu n'as plus de vin à importer, c'est compliqué. Et ben voilà. Mais à côté de ça, sinon, la base du métier d'importateur, c'est de monter une sélection. Et ça, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on fait tous les jours, hein. On rajoute, pas tous les jours, mais presque, des nouvelles cuvées, on fait des nouvelles découvertes. Et parce que le monde du vin n'est pas figé, c'est ça qui est aussi chouette dans ce métier. Et pour parler d'un sujet un peu brûlant, Massandra, l'Ukraine. Alors, Massandra, il se trouve que c'était importé par Vin du Monde il y a longtemps de ça. Et moi, quand j'ai repris, j'ai choisi de ne pas reprendre les vins de Massandra. C'était trop compliqué à tout niveau. Alors, il y a des vins mythiques, mais il y a beaucoup de choses. On ne maîtrisait pas trop ses stocks, on ne savait pas d'où ils venaient, c'était compliqué d'avoir les vins. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire. Donc, aujourd'hui, voilà, il reste certainement des très, très belles bouteilles dans les caves de Massandra, mais je pense que plus personne n'y a accès aujourd'hui. C'est sûr, je comprends. Ouais. Okay, voilà. Non, et je termine juste ce que je disais, Franck. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que rien n'est figé et que tout bouge très vite. Alors, on le voit en France avec des nouveaux vignerons qui apparaissent, des nouvelles régions, des nouvelles choses. Mais dans le monde entier, c'est pareil, hein. Que ce soit l'Argentine, que je connais plutôt bien, ou l'Afrique du Sud, on a des nouvelles générations de vignerons qui n'existaient pas il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il y a toute une effervescence et plein de gens qui apparaissent, qui innovent, qui travaillent des cépages qui avaient été oubliés, qui travaillent de différentes façons. Enfin, c'est vraiment super et ça bouge tout le temps, donc il ne faut pas s'endormir. C'est vrai. Franck, on t'a perdu. On a perdu Franck, je crois. Bon, je peux continuer à parler sinon. Vas-y. On a perdu Franck, je crois. Non, voilà, tout ça pour dire qu'on fait vraiment un métier. Je pense que tous les gens qui travaillent dans le vin font des métiers passionnants. Moi, j'ai des copains qui travaillent dans l'audit, dans la banque. Quand ils arrivent à 50 ans, il y en a beaucoup qui sont plus passionnés par leur métier et ça se voit. Nous, je pense que même passé 50 ans, on reste passionné. Et puis, je connais des gens qui sont dans le métier encore à 60, 70, 80 ans et qui restent encore passionnés par ce métier. Et ça, c'est très chouette. C'est ça qui est absolument. Je suis désolé, j'ai une coupure Internet, j'ai disparu quelques instants. J'ai continué à parler, Franck. Je te remercie, Jean-Luc, c'est génial. Merci à toi. Aurélie, peut-être tu peux nous dire toi un petit peu finalement ta casquette grossiste, etc. Je suis en réunion. Comment ça se passe? Alors, moi, je suis arrivée dans une entreprise qui était déjà existante, donc il a fallu que je me fonde aussi un petit peu et qui est grandissante, qui est dans une évolution perpétuelle, là, qui va dans le bon sens d'ailleurs. Donc, nous, en gros, nos journées, ou nos semaines, si on parle un peu plus large, pour les choses cool, on va aller faire goûter du vin aux restaurateurs ou aux cavistes.
les nouveaux millésimes, les nouvelles cuvées, etc. On va aider à créer une carte de resto, chercher des accords mets et vins, etc. On va aller au domaine, on va chez les vignerons assez souvent. Là, j'en reviens, là, j'étais à Nantes. C'est pour ça que je suis encore sur la route dans mon véhicule. Et donc là, j'étais voir 2 vigneronnes cet après-midi. Donc on goûte les jus avec eux, dont un vigneron à qui on a carrément acheté une cuve parce que lui, il a fait toute une conversion. Il est parti de… Ses parents, lui, travaillaient en conventionnel, il vendait tout en vrac. Et lui, il a commencé à sélectionner quelques parcelles, tout transformé en bio. Donc, ça fait une petite dizaine d'années qu'il travaille pour ça. Et là, il a voulu faire une cuvée vraiment sans intrants, nature. Donc là, nous, on l'accompagne sur la dégustation au fur et à mesure. Et puis, on lui achète sa cuve pour le soutenir aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ça. Après, c'est contacter les clients, prendre des rendez-vous, enregistrer des commandes, enregistrer des nouveaux produits dans le logiciel compta, ça c'est moins sexy. Faire de la manute, expédier, négocier avec un transporteur. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Facturer, relancer. Vous m'avez parlé tous les trois de quelque chose qui vous a quand même profondément marqué dans le vin, c'est le voyage. Alors, est-ce que peut-être chacun à votre tour, peut-être en commençant par Christophe, voilà, tu voyages encore beaucoup, mais voilà, en quoi le voyage vous a ouvert les yeux, montré les choses dans le monde du vin? Ouais, enfin, moi déjà, je viens d'un milieu, je viens des Deux-Sèvres, hein, et dans les Deux-Sèvres, pour sortir des Deux-Sèvres avec des parents agriculteurs, qui ont à un moment donné décidé de prendre un petit restaurant dans un village de 300 habitants. Et moi et ma sœur, on a commencé à travailler. Ma sœur est également sommelière, beaucoup de gens la connaissent. Elle a travaillé au Bouli, elle a dirigé un bar à vin à Barcelone. Et on a travaillé ensemble très longtemps. On a travaillé ensemble à Londres d'ailleurs. On a commencé dans le métier du vin ensemble. Et le voyage, je veux dire, je rêvais de sortir de mon village. Aujourd'hui, quand j'y retourne, j'adore. J'y vais 3 semaines là au mois d'août et je rêve que de ça. Et j'y suis bien et c'est un lieu où je me ressource. Et le voyage, en 94, ce tour du monde de 14 mois, j'ai commencé par l'Inde, le Népal, la Thaïlande, bref, un peu comme tout le monde en sac à dos. L'Australie, 4 mois, la Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai fait à peu près, on a fait 80 vignobles. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Enfin, il y avait Internet, mais on n'avait pas d'email, pas de blog, on n'a rien écrit. Et j'étais avec un pote et on a terminé sur toute la côte californienne. Et ce voyage a changé ma vie dans le sens où je me suis dit, si je suis capable de faire ça, on gère un budget. Le quotidien, c'est comme une entreprise, un voyage en fin de compte. Il faut le préparer, il faut que ça se passe bien, il y a plein d'imprévus. On gère le quotidien au jour à jour et ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit, waouh! Et en plus, quand je suis rentré à Londres à l'époque, après ce voyage, j'ai été promu chef sommelier. D'un seul coup, j'ai gagné plus d'argent. Je me souviens toujours, mon grand-père me disait, Christophe, ton voyage, c'est la double peine. C'est-à-dire que tu ne vas pas gagner d'argent, mais en plus, tu vas en dépenser. Eh bien, je lui ai prouvé qu'au bout de 2 ans, la différence de salaire, eh bien, j'avais remboursé à l'époque mon voyage. J'avais dépensé 15 000 euros à peu près, la valeur de 12 000 pounds pour un an de voyage. Et voilà. Et j'ai continué à travailler, économiser de l'argent pendant 3-4 ans. Et en 98, Jean-Luc parlait de l'Amérique latine. J'ai passé un an en Amérique latine, 6 mois au Chili, Pérou, Bolivie, Argentine. Et je suis revenu encore avec plein d'expériences. Ça m'a emmené en Espagne. Le voyage, goûter. Et aujourd'hui, je voyage toujours. Tu vois, demain, je pars à Milan à 6 heures du matin, et puis regoûter des vins. Et j'ai adoré ce que Jean-Luc a dit aussi. Ça bouge de partout, tout le temps, sur les pieds francs, les plantations et Ben Sabi. J'ai eu un petit vignoble dans le Priorat aussi. Je voulais dire, j'ai beaucoup appris. Et tu le sais, Franck, avec Franck Massard, on a acheté à un chauffeur de taxi, on a acheté 1 hectare. En 2004, j'ai gardé ça jusqu'en 2010. Donc, cette petite expérience, on a commencé à faire 1000 bouteilles et on a fait jusqu'à 40 000 bouteilles. Aujourd'hui, Franck a repris et ça marche très bien. Et ça a été une expérience extraordinaire pour moi parce que je pense que tous les sommeliers ou tous les gens dans le monde du vin, on rêve de faire du vin, d'avoir un petit vignoble. Et c'est une aventure qui est possible encore, hein, avec peu d'argent. On avait tous les deux 20 000 euros, on les a mis et on a démarré comme ça. Donc, il ne faut pas croire qu'il faut beaucoup d'argent pour faire des projets. Il faut beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Et puis voilà, et puis de la passion. Et donc voilà. Et en tout cas, le voyage pour moi, c'est quelque chose d'important. Voilà, pour moi. Et la rencontre humaine. Jean-Luc, les voyages, un voyage, comment tu vois ça? Bon, les voyages, moi j'ai toujours adoré les voyages. Moi, à titre personnel, j'ai fait des tonnes de voyages et c'est vrai que mon activité aujourd'hui me permet d'en faire d'autres. Alors malheureusement, je n'ai pas le temps pour faire tout ce que je voudrais faire, mais
c'est très important de rencontrer tous ces vignerons qui ne viennent pas forcément en France. Si on veut, nous, ensuite réussir à vendre leur vin et à en parler auprès des professionnels français, moi, je vais en coprofessionnel. Quand on rencontre un sommelier, il faut qu'on puisse lui parler du terroir de Mendoza ou de Cafayate dans le nord d'Argentine ou du Swartland en Afrique du Sud. Il faut qu'on puisse en parler. Et pour être crédible, il faut y être allé, il faut l'avoir vu, il faut avoir marché dans les vignes, il faut avoir rencontré le vigneron, visité son chai. Enfin, ça, c'est primordial. On ne vend pas du vin sur catalogue. Il faut qu'on transmette. Enfin, nous, notre métier, en fait, c'est de transmettre la passion. Hein. On a des viticulteurs qui sont passionnés. Nous-mêmes, on est passionnés. On s'adresse à des clients passionnés. Et il faut qu'on transmette tout ça, quoi. On est des transmetteurs. Ouais. Voilà. Et après, sinon, je rebondis. Enfin, c'était intéressant ce que disait Christophe par rapport à l'argent. Hein. On peut démarrer dans le vin à tout niveau avec pas grand-chose. Hein. Moi, je me souviens, j'ai fait une école de commerce. Tous mes copains gagnaient beaucoup d'argent au début. Moi, je ne gagnais pas le SMIC. Hein. Pendant des années, je n'ai pas gagné le SMIC. Mais voilà, je n'avais pas besoin de ça. J'étais heureux de ce que je faisais et ça me suffisait. Hein. Voilà, donc on peut partir de rien et faire des belles choses dans ce métier. C'est ça qui est chouette. Ouais, puis je pense qu'aujourd'hui, l'argent, il en faut, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est d'être heureux dans son cœur et de vibrer dans son cœur. Il y a tellement… Vous savez, nous, au sein de l'école, on forme quand même entre 200 et 250 cavistes par an en apprentissage. Donc, nous, on est très axé sur l'apprentissage, comme le disait Christophe. Ben, aujourd'hui, on a plus de la moitié de nos élèves qui sont entre 23 et 27 ans, qui sont en réorientation d'études. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait une école de commerce, qui ont fait un truc de graphiste, je ne sais pas quoi. On a même des gens qui ont fait… Enfin, là, cette année, on a rentré 3 profils. Moi, ça m'a quand même vraiment extrêmement surpris dans le côté positif. Il y a des gens qui ont fait X, les mines et HEC, quoi. Oui. Moi, j'ai commencé en mécanique à 14 ans. Incroyable, quoi. 83. Incroyable. Pardon. Ouais. Et on leur dit, vous allez être sommelier, caviste, vous allez commencer à 1 500 € par mois et ça va être la même, quoi. Pas grave, on a envie. Alors toi, Aurélie, les voyages, pourquoi ? Alors moi, les voyages, à titre perso, là, quand j'ai fait mon tour du monde, ça, je rejoins le côté tu prépares, mais finalement tous les jours il se passe quelque chose qui fait que ça change un peu le programme. Mais c'est bien d'avoir un objectif quand même parce que ça permet de pas s'égarer sur la route. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est me rencontrer, me dépasser, faire des choses que j'aurais, apprendre. Moi, j'étais pas une super élève à l'école parce que c'était dur de rester assis sur une chaise pour moi. Et à l'époque, on parlait pas trop de toute l'éducation différente. Et du coup, j'arrivais pas, je parlais pas anglais, je parlais pas espagnol, je parlais rien du tout. Et donc, quand je suis partie à l'étranger, je suis partie avec juste ma valise et en fait, aujourd'hui, je parle les 2 langues, je me débrouille. Je dis pas que j'ai encore un bel accent français, mais je me fais comprendre. Et c'était ça, c'était de rentrer, de se dire, waouh, j'ai réussi à faire tout ça et se surprendre de soi-même, de se dépasser, d'aller au-delà. Et du coup, ça donne de la force parce que des fois, on se dit, tiens, j'ai envie de faire ce tel projet professionnel et les gens disent, ouais, bon, d'accord. Et finalement, en fait, si on sait qu'on a la force en nous et puis on essaye, et puis ça nous emmène des fois sur d'autres chemins qui sont chouettes ou pas, et on retourne à notre objectif. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans ma construction personnelle. Et aujourd'hui, dans mes voyages viticoles en France, parce que j'y vais un petit peu moins d'1 fois par mois, mais j'y vais quand même très relativement souvent dans le vignoble. C'est ma nourriture, c'est mon énergie, quoi. C'est vraiment, c'est essentiel pour moi. J'ai besoin d'aller voir, j'ai besoin de poser plein de questions. J'apprends toujours. Là, j'ai encore cet après-midi vu un nouvel outil de vinification. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours une vision, une philosophie intéressante à rencontrer. Et puis moi, dans mon côté commercial, parce que j'ai pas fait d'école de commerce, tout ça, quand je parle du vignoble, des gens qui l'ont fait, comment l'histoire et la philosophie de l'endroit, ça, c'est tout vendu, quoi. Enfin, je veux dire, puis moi, j'en suis convaincue. Je vends ce que j'aime et ce dont je crois. Donc, c'est tellement simple, en fait, comme travail. C'est tellement simple. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas besoin de faire d'efforts, quoi. Donc, ce voyage-là, ouais, c'est vraiment ce voyage de tous les jours. Là, je descends dans le sud-ouest là, ce week-end. Ça nourrit mon travail. Petite question, puisqu'on parle d'années de voyage, de rencontres humaines.
Est-ce que vous avez peut-être, on va recommencer le tour par Christophe, est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous raconter sur votre métier ces dernières années, une rencontre ou une anecdote qui a un peu changé les choses, un truc qui peut être fun, enfin fun ou pas fun d'ailleurs, mais quelque chose qui vous a quand même profondément marqué dans votre vie. Ouais, il y en a plein, plein d'anecdotes. Non, moi, ce qui m'a marqué, dans la restauration, c'est la dureté, la rigueur un petit peu. Enfin, dans les voyages, mais j'ai été très marqué par mes années de sommellerie, je pense, tu vois, avec une certaine rigueur. Aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à retourner dans un restaurant qui soit très, très, très rigide. Et c'est marrant parce que, tu sais, je viens d'un milieu, donc, comme je disais, du Poitou-Charentes et tout. Et quand Aurélie me parle, je me dis, mais c'est génial ce qu'elle fait. Parce qu'en fin de compte, elle va au contact. Tu vois, le voyage, il peut être à l'étranger, mais il peut être aussi sur la Loire, il peut être dans toutes les régions, quoi. Et une anecdote particulière, moi, je pense qu'on durcit avec des expériences qui parfois on en rigole après. Mais je vais vous raconter, j'ai 18 ans. Je rêvais de travailler dans un 3 étoilés Michelin. En fin de compte, c'est assez rigolo, mais depuis l'âge de 14-15 ans déjà, dans ma tête, je voulais travailler dans un palace ou dans un restaurant étoilé Michelin. Donc, j'arrive à la Tour d'Argent et le premier jour, je monte et j'avais des mocassins à pompons. Et Claude Terrail était là avec son œillet à la boutonnière et je le vois, ça fait 1 minute que je suis en salle et c'est très typique. Il crie, alors regarde, et il appelle tout le monde, le directeur, il voit mes mocassins. Moi, je pensais qu'au contraire, je vais les acheter 500 francs à l'époque. Et en fin de compte, il appelle tout le monde en disant, mais regardez, c'est des chaussures de clown, je ne veux pas de ces chaussures-là, je l'ai toujours dit. Et j'ai fait 2 minutes en salle, mon premier service, je repars. Il y avait David Ridgeway à l'époque, je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? Il dit, non, non, David Ridgeway. C'est celui de la Tour d'Argent. Et oui. Et donc, je suis parti. Et je t'assure, je suis parti me racheter des chaussures. Le soir, je suis arrivé en retard. J'avais une demi-heure de retard. J'étais à Paris, j'étais dans le 15e, j'avais mal calculé. Et quand je suis arrivé dans le restaurant, ce qui m'a plus surpris, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, t'es revenu. Il y en a beaucoup qui ne revenaient pas. Et si tu veux, le fait, tu vois, je suis revenu, tout s'est bien passé. Et en fin de compte, faut jamais lâcher, faut toujours continuer. Et puis ouais, si tu veux, tout le monde a pensé que c'était un choc et tout. Bon, bref, c'est une anecdote. J'en ai plein d'autres, des beaucoup plus sympas que ça. Mais en tout cas, ça m'a marqué. Je me suis dit, ne pas s'arrêter en fin de compte à la violence d'un mot ou quelque chose comme ça. Et je pense que la restauration nous forme. Il y a un côté très militaire, tu le sais, Franck, dans la restauration. Tu l'as fait pendant des années. Donc après ça aide beaucoup à traverser des étapes, tout simplement. Merci à toi. Jean-Luc? Bon, mais je n'ai pas d'anecdote en particulier à raconter. Enfin, j'en pourrais en avoir plein. Non, mais ce qui est important, c'est les relations avec les gens. Que ça soit, et c'est pour ça que le voyage est important et c'est pour ça qu'il faut aller sur place rencontrer les gens. Ce n'est pas par mail ou même en visio qu'on va pouvoir échanger et se comprendre vraiment. Et que ça soit avec des petits vignerons qui gèrent tout seuls leurs quelques hectares de vignes ou que ça soit avec des très grands. Hein, je pense à Pablo Alvarez de Vega Sicilia et Ben Sadi avec d'autres avec qui on travaille. On a développé des relations très fortes, des relations amicales en fait, et c'est ça qui est très important, c'est des relations d'homme à homme avec tous ces gens-là, quoi. Au-delà du mythe que peuvent représenter certains, au-delà des petits domaines que peuvent avoir d'autres, enfin, c'est vraiment des relations humaines très importantes. Et ça, c'est le plus intéressant dans le voyage, c'est la rencontre avec les gens. Et sinon, je rebondis sur ce que dit Aurélie, oui, c'est important de préparer les voyages. Moi, j'ai amené, alors c'était avant le Covid, il faut qu'on s'y remette, mais j'essaie d'amener souvent des clients en voyage, justement, rencontrer les vignerons et visiter des pays étrangers pour qu'ils comprennent un petit peu mieux comment ça se passe. Et puis, quand ils y sont allés une fois, c'est vrai qu'après, pendant 10 ans, 20 ans, ils s'en souviennent. Et c'est beaucoup plus facile pour eux de vendre des vins argentins dans leur boutique quand ils sont allés sur place en Argentine que quand ils n'y sont jamais allés. Parce qu'ils ont mangé là-bas, parce qu'ils ont vu là-bas comment ça se produisait, et ça, c'est très important. Et le voyage, voilà, il faut le préparer parce que c'est vrai qu'il y a toujours plein d'imprévus. Voilà, mon prochain voyage, c'est aux États-Unis en février 2023 et on a déjà commencé à faire le programme. C'est important. Et de ton côté, Aurélie, une anecdote un peu croustillante? Pas forcément croustillante, un peu simple, mais en écho de ce que disait Christophe, moi j'avais aussi ce rejet un peu que j'ai. L'école hôtelière, j'étais donc formée restauration gastronomique et j'ai travaillé à Paris un petit peu et tout. Et puis
j'avais plus du tout envie de travailler dans ce côté militaire, brigade et compagnie, sous-chef et compagnie. Et du coup, en Australie, à Melbourne, je suis allée boire un verre à l'European Restaurant, au City Wine Shop. Et j'ai adoré cet endroit. Je les ai harcelés. Je suis passée tous les jours leur déposer un CV. Et on n'avait pas d'argent, donc on voyageait au fur et à mesure. Et puis dès qu'on avait plus de sous, on s'arrêtait. On avait visé Melbourne, enfin bref. Et du coup, j'allais les voir tous les jours. Et puis ils se sont dit, ça me fatigue, nous fatigue celle-là. Finalement, j'ai réussi à travailler chez eux. Et en fait, j'ai travaillé pendant 3 mois. Ils m'ont embauché sur tous les postes. Finalement, j'ai beaucoup travaillé chez eux. Et j'ai rencontré une équipe de travail. Et si vous allez un jour en Australie, à Melbourne, je vous invite à aller voir parce que là, c'est vraiment une équipe qui vous réconcilie avec la restauration de qualité, mais hyper détendue. Et du coup, c'est vraiment une équipe hyper solidaire. Il y avait une ambiance dans cet endroit assez magique. Et sinon, si je peux continuer à en donner un petit peu, quand je suis rentrée en France, moi, c'était très dur d'arrêter de voyager parce qu'on voyage pendant 4 ans et demi, sac à dos, avec une certaine philosophie de vie. Et d'arriver à Rennes, tac, 10h, 13h, 15h, 20h, l'ouverture de la cave, c'était quand même un sacré transition. Et du coup, c'était un exercice pour moi. Et donc, il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour voyager. Je me suis dit, tiens Aurélie, en fait, tu es à Rennes, tu débarques dans cette ville, tu connais pas trop, même si tu es née là il y a longtemps et que je suis née à côté de Rennes. Et bien en fait, j'avais décidé que tous les jours, pour aller de chez moi à mon travail, je ne prendrais jamais le même chemin. Donc, je partais un petit peu en avance et j'ai essayé d'aller me perdre dans la ville. Et j'ai tenu un carnet de voyage de mon propre chemin de la maison au travail. Et en fait, j'en ai ressorti quelque chose d'assez extraordinaire et de très riche parce que j'étais ouverte aux autres, j'étais ouverte aux lieux, aux événements. Et c'était un super exercice. Donc, ceux qui ont la nostalgie du voyage ou qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un billet d'avion, c'est un bon style de voyage. Et la dernière petite anecdote, je vais faire vite, c'est mon petit voyage préféré, c'est d'aller dans le pays nantais, là, rencontrer Marc Pénaud. Et Marc, en fait, c'est un vigneron avec qui je travaille depuis 15 ans. Et c'est quelqu'un qui est très, très doué, qui a une grande philosophie et qui a une grande humilité. Et en fait, à chaque fois, j'arrive, il me dit, vas-y, goûte-moi ça. Les vins, ils sont toujours super. Il fait des grands vins. C'est formidable ce qu'il fait. Et bien, en fait, à chaque fois, quand il me prend le verre pour goûter, il est vraiment en train de me demander, mais dis-moi, parce que je ne suis pas sûre, j'ai besoin de ton conseil. Et en fait, il a une telle ouverture aux autres, à écouter ce que les autres pensent. Après, je ne sais pas s'il prend les conseils ou pas, mais en tout cas, il l'écoute et il pose des questions. Et du coup, j'adore sa philosophie, sa modestie, son humilité. Sa simplicité, son innocence, un peu avoir envie de partager de façon naïve. Après, je pense que lui, il fait sa petite sauce et il connaît très bien ce qu'il fait, je pense. Et voilà. Et ça, c'est des petits voyages qui sont des… Et à chaque fois que je vais le voir, il est en train d'expérimenter une nouvelle chose. Donc ça, c'est un voyage que j'aime bien faire. Voilà. On a reperdu Franck, je crois, non? J'ai eu un petit trou d'air, je suis revenu. C'est vrai, dans le sud, l'Internet ne se passe pas très bien. Peut-être on est presque aux 3/4, voire presque vers la fin de notre talk show. J'avais envie peut-être de vous poser une question sur si vous deviez donner un conseil à des gens qui veulent rentrer dans les métiers du vin, ça peut être intéressant. On finira peut-être par ça. Et puis avant, peut-être, c'est quoi votre kiff tous les jours dans votre métier? C'est quoi le truc qui vous fait vraiment vibrer dans votre métier aujourd'hui? Alors, on a juste une question de Gilles Pitter qui dit quel est le nom, quel est le domaine de Marc Pénaud? Pardon. Le domaine de la Sénéchalière. D'accord. À Saint-Julien-de-Concelles. Alors, je ne sais pas, Christophe, si tu veux donner ton kiff, les 2-3 trucs. C'est marrant ce que disait, tu vois ce que disait, j'allais dire Aurélie. Je suis allé au vin Rancio avec Marie-Louise Bagnols, tu vois, à Perpignan, 2 années de suite. Et j'ai rencontré les gens du domaine de la Grésille, à côté de Thouars. Et je les ai adorés. Le type, ils font des Rancio sur des Cabernets francs, ils font des trucs de dingue. Et c'était une rencontre pour moi extraordinaire, extraordinaire. Ça fait 2 fois que je les vois, on goûte des trucs de dingue et c'est ça, quoi. Et bon, ça raconte
Ça répond pas à ta question, si tu veux. C'était quoi ta question déjà, Franck? C'était quoi d'ailleurs? Pas tes kiffs quand on travaille. Non, mais c'est quotidien. Mais c'est quotidien. J'en ai des. Mais je suis. Tu sais, j'ai trouvé une maturité, si tu veux, dans mon métier. J'ai trouvé un chemin. Je pense que à travers tous les voyages, d'où je viens. Aujourd'hui, c'est quand je te disais vraiment, je retourne dans les Deux-Sèvres avec un immense plaisir. J'ai trouvé du sens. Si tu veux, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place dans le monde du vin quelque part. C'est un peu ça. Alors d'avoir fait tous les métiers un peu dans le monde du vin, de la sommellerie à faire un petit peu de vin dans le priorat, à travailler comme commercial chez Jaboulet. J'étais 4 ans à l'export. J'étais responsable de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Je prenais 150 vols. Non, mais j'ai eu des années. Une année, j'ai pris 100 vols. Et aujourd'hui, j'ai plus envie forcément de faire ça. Bref, mais j'ai trouvé un équilibre sur… Quand je parle de la transmission familiale, tu vois, avec ces 12 familles, en fin de compte, on a trouvé un lien qui les unissait très fort sur la transmission familiale. Je sais que beaucoup de sommeliers disent, ouais, bon, c'est les Rothschild ou Mouton Rothschild. Mais en fin de compte, je défends, honnêtement, j'ai trouvé, en 12 ans, on a trouvé, j'allais dire, quelque chose en commun qui est extraordinaire sur la transmission familiale et elle peut être vraie sur un tout petit domaine que sur un grand domaine. Et en fin de compte, d'arriver, c'est locomotive, j'allais dire, de ces vignobles comme Vega Sicilia, où Jean-Luc en parle beaucoup. Moi, je suis devenu aussi un peu proche de Pablo Alvarez, le propriétaire. Alors, c'est 1000 hectares, mais c'est 100 hectares seulement de vignobles, ce qui paraît énorme pour d'autres domaines. Mais quand on gratte un peu, quand on va à Vega Sicilia, ça a été racheté en 1983, eh bien, on comprend que c'est une histoire de fou et de passionné. Et donc, certes, c'est un vignoble très connu. Et ce qui me fait vibrer, c'est ça, c'est d'essayer aussi, tu vois, d'aller retrouver parfois peut-être des jeunes sommeliers et de leur dire, bon les gars, je sais que c'est connu, on peut aller dénicher des pépites, mais est-ce que vous avez regoûté récemment ce truc-là? Donc voilà, on peut aussi revenir un peu en arrière et refaire goûter des choses qu'on pense connaître et qu'on ne connaît pas. En fin de compte, c'est de rester très alerte. Le monde du vin change tout le temps, il a dit Jean-Luc, et de rester, et Aurélie le fait au quotidien. Moi, je rêve d'aller passer 1 an dans la vallée de la Loire, par exemple. Mais j'en rêve. Tu vois, si je reprenais le sac à dos, ce n'est pas pour aller faire un tour du monde. C'est peut-être pour faire que la Loire. Ou d'aller. Aujourd'hui, j'ai failli ouvrir un vin de Plageol ce soir. Tu vois, tu parlais du Sud-Ouest. Et voilà, d'aller les voir. Je ne suis jamais allé visiter Plageol. J'en bois depuis 20 ans. Donc, en fin de compte, parfois aussi, le monde du vin, on pense connaître à travers les vins. Et d'aller les rencontrer, les gens, les vignerons, ça change tout. Ça change tout. Donc, en fin de compte, c'est infini et on a une chance énorme. J'allais dire, les gars, si vous êtes passionnés par le vin ou au moins si vous aimez boire du vin, allez-y parce qu'il y a plein de métiers. Et si vous avez à trouver votre place, tu vois, Aurélie, je pense qu'aujourd'hui, là, c'est super intéressant ce qu'a fait Jean-Luc. Tu vois, je ne savais pas que c'est avec Vin du Monde et tout. C'est génial. Et en fin de compte, on peut trouver notre place. Il y a tous les métiers, de la viticulture. Donc, c'est vraiment le monde entier, si tu veux. Le monde entier est dans le vin. Et puis, on transmet quelque chose qui est un patrimoine culturel. Donc, enfin, écoute, on a énormément de chance. Je veux dire, moi, je sais d'où je viens. Tu sais, j'ai commencé en mécanique, comme je disais, à 14 ans. Et je l'ai caché pendant des années sur mes CV et tout ça. Je disais, ouais, je suis un échec scolaire. J'ai redoublé ma 5e. Je veux dire, il n'y a pas d'échec scolaire. Non, c'est quelque chose où on trouve notre voie et à un moment donné, on est passionné et puis on se rééduque et on apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est surtout ça. Donc voilà, allez-y à fond, les gars. Allez-y, allez-y. Merci Christophe. Jean-Luc? Non, ce qui est important, c'est de garder du plaisir dans ce qu'on fait. Ça, c'est important parce que au départ, on part dans tous les sens. Après, il faut savoir où on veut aller parce que, on l'a tous dit, hein, le métier du vin est très vaste. On peut aller dans toutes les directions possibles. Il ne faut pas aller dans toutes les directions possibles, sinon on va se perdre. Donc, il faut savoir un petit peu où on veut aller et il faut garder du plaisir parce qu'après, quand on avance, après, il y a plein de trucs qui sont un peu moins drôles dans le métier. Enfin, Aurélie en parlait, hein, c'est vrai que le vin, c'est super quand on se retrouve autour d'une table à partager un verre de vin. Mais avant, voilà, il faut porter le carton, il faut mettre l'étiquette, on a des problèmes de transport, on a des problèmes de bouteilles, on a des problèmes de toutes sortes. Mais il faut qu'on garde du plaisir dans le métier et ça, il faut faire attention en sachant où on va, mais attention aussi à garder le plaisir dans le métier. Voilà. Et après, les problèmes de succession, moi, je suis en plein dedans. Voilà. J'ai passé 50 ans et tout le monde se pose la question. Quand on a créé une petite structure, hein, que ce soit une petite ou une grande d'ailleurs, parce que j'en parle aussi souvent avec Pablo Alvarez de Vega Sicilia, qui lui aussi un jour devra transmettre.
voilà, et moi, je devrais transmettre aussi un jour, hein, alors pas tout de suite, hein, mais voilà, j'essaie de me dire qu'au-delà de 65, 70 ans, je vais peut-être lever le pied, arrêter et prendre ma retraite, mais alors jamais complètement, on restera toujours en contact avec le milieu, mais voilà, et puis il faudra transmettre ce qu'on a créé, et c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Aurélie, ton dernier kiff? Eh ben moi, j'en ai plein. Je me fais plaisir dans mon travail. Des fois, c'est un peu dur parce qu'on fait beaucoup d'heures, mais par exemple, ben, là, je suis arrivée dans une entreprise qui était déjà en place. Donc, moi, j'ai eu la chance de toujours choisir les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, même si on me demandait de travailler pour. J'ai toujours voulu travailler pour des gens qui défendaient des valeurs de biodynamie ou de vin nature. Et donc là, c'était le cas. Et par exemple, là, j'ai déplacé pendant 3 ans des cartons avec marqué Bory la Vitarelle dessus. Et bon, quand on a 40 domaines avec beaucoup de cuvées, c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément le temps d'aller voir tout le monde. Et puis, je sais pas, je n'étais pas forcément attirée énergétiquement vers ce vin. Je me suis pas trop penchée sur la question. Puis, ça se vend tout seul. Bon, voilà. Et là, un jour, avec mon associé Pascal, ou mon futur associé en tout cas, on descend dans le sud, on va dans le Languedoc, et puis on arrive à Bory-la-Vitarelle. Et là, je me prends c'était magnifique, quoi. C'est un lieu magique. Il y a une qualité de silence dans cet endroit. Et là, je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté de ça, quoi, de ne pas me renseigner plus tôt et tout. Donc ça, tu vois, ça, c'est des kiffs, c'est des grandes claques, des super moments. Dans des choses plus simples du quotidien, nous, on a un entrepôt avec plein de cartons de vin différents. C'est un petit kiff un peu à la con, mais c'est drôle. On s'amuse à faire des palettes donc pour des clients qui veulent 36 de ça, 24 de ci, 12 de ci, 12 de là. Et donc, on fait des gros Tetris de palettes. Et quand on envoie 600 bouteilles à l'autre bout de la Bretagne et qu'on arrive à tout faire tenir, on est super content. Voilà, c'est des tout petits plaisirs de la vie. On joue à Tetris. Voilà. Et puis, bah, sinon, quand on travaille avec des nouveaux clients qui nous appellent un mois après pour nous dire on est super content, ça se passe bien, merci de votre travail. Ou quand les vignerons nous appellent en disant on était sur un salon, c'est chouette, on a rencontré telle personne, c'est merci. On est vraiment en partenariat. Nous, on a la chance de ne pas faire de prospection. C'est que du bouche à oreille. Donc, bah, c'est que des cadeaux tous les jours, en fait. On nous soutient, on est content, donc c'est chouette. Après, faut être sur le terrain, faut jamais rien. Faut être présent, quoi. Faut être présent, faut tenir la barre du voilier, quoi. Parce que sinon, ça peut vite démater aussi. Mais il faut faire la qualité tous les jours, donc il faut être vigilant, et être, comme disait tout à l'heure Jean-Luc, les choses, ou Christophe, les choses bougent beaucoup, donc il faut être sur le terrain. Surtout là, aujourd'hui, il y a plein de nouveaux agents qui arrivent, et je trouve ça super parce qu'il y a beaucoup de travail, et plus il y aura de vin vivant dans les restaurants, et mieux ce sera. Et puis voilà. Puis à côté de ça, je fais un peu de formation, et maintenant, j'espère qu'un jour, les serveurs nous proposeront autre chose que un verre de chardonnay ou un verre de sauvignon. Voilà, il y a du chemin à faire. Ouais, C'est c'est une belle clair. évolution. Du chemin ou du chemin, ça dépend. Du chemin. On arrive bientôt à la fin. Bah, moi, je vais remercier tout le monde. Je vais remercier tout le monde pour cette participation. Je vous laisserai un petit mot de la fin à chacun. Juste pour vous dire, voilà, donc c'était le dernier Wine Talk Show de notre année. On se retrouvera fin septembre, début octobre avec un joli programme. On commencera avec une thématique autour du cidre et des poirées artisanales. On fera un comparatif champagne-poirée. Donc, on va oser des thèmes un peu spéciaux. Voilà, donc on est en train de concocter un programme très sympa. Un immense merci de votre fidélité. Vous pouvez nous suivre donc, au sein de la Revue des Vins de France Académie, sur les comptes Instagram de l'école aussi. Donc, on poste plein de photos, etc. Je rappellerai Jean-Luc, je pense qu'on organise peut-être un ou deux wine talk show avec des grands vignerons européens, ou même avec toi, Christophe. Ça pourrait être très sympa avec des premium family, tu vois, de les mettre en avant, de parler un peu de leur domaine. Voilà, il nous faut pour l'instant des gens qui parlent français, c'est bien. Parce qu'on est encore un peu rustre, hein, nous les Français, on est mal avec l'anglais. Enfin, moi, it's okay, I can do it, but les auditeurs, pas toujours. Et puis, je sais je ne sais pas si elle est encore là, Knour, je ne sais pas si tu veux juste nous faire un petit coucau, Knour, allumer ta caméra. Donc, c'est une journaliste sommelière qui est en
se joindre avec Conduit qui est en Turquie. Tu peux allumer ton micro. Oui, bonjour. Salut. Bonjour à tous. J'en profite, je te ferai un message en privé. J'aimerais beaucoup faire un petit. J'ai un copain qui s'appelle Mehmet, qui a fait un super travail. C'est quelqu'un qui a 80 ans, qui est un universitaire, qui a fait un super job sur les vins turcs. Donc j'aimerais bien qu'on se fasse un petit truc sur les vins turcs. Ça peut être très sympa. Bien sûr. Je me souviens avoir eu la chance d'avoir fait un magnifique voyage en Anatolie il y a une quinzaine d'années. Aller gratter le Kadeshik Karesi, aller voir un peu. Il faut revenir maintenant. Oui, ça a changé. C'était avec Jean-Vincent Ridon à l'époque. C'était le tout début du renouveau des vins turcs, mais il y a des belles choses partout. Là. Donc un immense merci à tout le monde. Peut-être un petit mot de la fin, Jean-Luc, Christophe et Aurélie. Oui, très bien. Merci à tous déjà. Un immense merci pour nous écouter, et moi, j'ai appris plein de trucs. Merci Aurélie, merci Jean-Luc pour partager votre passion également. Tu vois, tu parlais de Poirès. Oui, je suis monté à Paris rapidement dimanche, lundi pour aller comprendre un peu plus ce qui se passe dans les distillés. Tu as vu, Jean-Marc Rouleau a lancé des distillés de parcellaires. J'ai goûté des Calvados blancs extraordinaires. J'ai goûté plein de trucs de distillés de différentes régions. Liquid, c'est des copains à moi qui font ça depuis 20 ans, Éric Fossard et Thierry Daniel. Et en fin de compte, la route liquide, c'est pas que le vin. Les routes liquides sont en train de se rapprocher. Et quand j'entends parler aujourd'hui de certaines tequilas, de vodka et tout, eh bien le vocabulaire se rapproche beaucoup du monde du vin. Et là, dimanche et lundi, j'ai goûté des trucs extraordinaires qui venaient de toute la France. Tu vois, à l'ancienne. Et moi, je me rappelle, mon grand-père distillait, tu sais, il distillait sa prune, il distillait sa mirabelle et tout. Donc, bref, c'est vaste et c'est infini. Donc, merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés et à très bientôt, Franck. Grand plaisir. Merci Christophe, merci. Jean-Luc, un petit mot? Bon, non, mais j'espère qu'on a fait partager notre passion. Enfin, on est tous passionnés ici autour de cette table ronde. Voilà, j'espère qu'on a fait partager nos passions à des jeunes ou à des moins jeunes qui se reconvertissent et puis qui trouveront autant de plaisir dans le métier que nous on en a trouvé. Merci Aurélie. Eh bien, merci à tous. Merci Jean-Luc et Christophe. Merci Franck. Et puis, moi, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que tous les gens qui sont autour de la pédagogie, Franck Thomas et tous les gens qui t'accompagnent, ils ont la chance de rencontrer cette pédagogie qui est vraiment une expérience personnelle, un chemin personnel. Et ça, c'est une chance, en fait, quand on apprend le vin et que toute notre vie, on continue à apprendre. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et puis voilà, on passe beaucoup de temps au travail, donc c'est chouette de se faire plaisir sur tout ce qu'on fait et de remettre en question les endroits où c'est compliqué pour essayer d'y mettre du agréable, du confort et prendre son pied au travail, c'est important parce que on y passe beaucoup de temps. Enfin, moi, j'y passe beaucoup de temps en tout cas. Et voilà, je crois que tout a été déjà bien évoqué. Un immense merci, passez un bon été à tous. Buvez, n'oubliez pas de prendre l'apéritif ce soir, c'est important. Hein. Pour continuer à que nous puissions travailler, il faut boire. Bon, peu et juste. Voilà. Bonne soirée à tous. Et merci Salut. à tous. À bientôt. Merci. Et merci de votre temps. Merci Jean-Luc, merci à tous. Au revoir.